socialistes coalisés refusent toujours d'autoriser les Habsbourg à rentrer dans leur pays. Mais socialement, ce qui est intéressant, c'est de voir que le peuple retrouve à travers eux la grandeur passée de l'Autriche. L'exemple le plus frappant de cette réappropriation de l'histoire étant bien entendu la célèbre série des Sissi avec Romy Schneider. Au moment du succès de la première série, des films avec Romy Schneider, qui, je le rappelle, date de 1955, c'est-à-dire au moment, encore une fois, où l'Autriche réexiste, et l'Autriche ne pouvait pas nous envoyer autre chose qu'une carte postale de son patrimoine. Qui était, je tiens à le dire, je défends ces films qui étaient non pas faux ni stupides, ils étaient incomplets. Et ils étaient faits par un Autrichien, tournés presque sur les lieux mêmes, sauf une partie en Bavière. Et ils avaient une vérité, je dirais, sociologique sur ces paysages, sur cette mentalité, sur cette opérette jouée en famille qui s'achève en tragédie. La Sissimania, qui a existé à partir des films tournés par Romy Schneider, on va dire, pour dire les choses délicatement, que ça n'était pas tout à fait la tasse de thé de l'impératrice Zita. L'impératrice Zita était une femme, je l'ai dit, grave, austère, profonde. L'image de la légèreté, l'image un peu insouciante que donne Romy Schneider dans les films de Sissi, ça n'était pas l'image que se faisait l'impératrice Zita du rôle d'une souveraine d'Autriche-Hongrie. Les Autrichiens ont beau s'être réconciliés avec leur passé, les biens privés de la famille vont rester propriété de l'État. J'aime beaucoup voir à Vienne nos biens privés qui sont maintenant dans des magnifiques musées. Ma grand-mère a récupéré très peu de choses, comme ça se sait. Ils avaient confié la partie la plus importante de leurs biens à un ami cher qui a disparu dans la nature, comme ça arrive fréquemment. Et l'État, quant à lui, a confisqué même les terrains personnels et les châteaux et toutes les propriétés privées. Disons, la question des biens de la famille en Autriche, c'était toujours une chose que mon père a déléguée à des autres personnes. Il ne voulait pas participer lui-même dans ces questions. Moi, je me disais, je suis en politique, là, il faut être tout à fait différent. Il y a là la responsabilité que l'on a. N'est-ce pas? Par exemple, je vous dirais aussi, j'aurais pu faire quelque chose en Hongrie pour récupérer certaines choses. Je ne l'ai jamais fait parce que je m'occupais des affaires hongroises en Europe et je ne voulais pas qu'il y ait l'impression que je le fais pour des raisons matérielles. J'ai une fois, enfin, parce qu'il y avait comme ça des gens qui s'attachent seulement aux signes extérieurs. Et je n'aime pas cela parce que les signes extérieurs, c'est peu important. Ils sont peut-être utiles comme, disons, symbole de la tradition. Mais en fait, ce sont les idées fondamentales de la tradition qui jouent un rôle capital dans la vie. N'est-ce pas, je vais vous dire, pour moi, c'était plus facile que pour d'autres, parce que j'ai été élevé dans la tempête. Que reste-t-il au final de la fameuse splendeur des Habsbourg chez les pauvres descendants de l'impératrice Marie-Thérèse? Otto lui-même n'a-t-il pas fini par renoncer à ses droits dynastiques sur l'Autriche? En 61, c'était ma décision, pour l'Autriche seulement, de renoncer à tout, parce qu'il y avait une raison très simple pour moi. J'avais commencé déjà à m'intéresser aux affaires, plus fortement que d'abord aux affaires européennes. J'étais convaincu que cela était absolument décisif et que je pouvais faire quelque chose là, mais que je ne pourrais jamais le faire dans la position où je me trouvais. Alors il fallait se débarrasser de cette position pour pouvoir... Vous savez, quand on ne gagne pas, c'est une vieille phrase, quand on ne gagne pas une bataille à cheval, il faut descendre et continuer à pied. L'impératrice Zita a toujours refusé publiquement de commenter cette décision de son fils. Cette décision a été motivée parce qu'Otto voulait jouer un rôle dans son pays et donc avoir le droit de revenir en Autriche.
l'impératrice n'a jamais rien dit publiquement dessus. Pas difficile de deviner qu'elle a vécu cette renonciation personnellement comme une épreuve. Je dois dire, mon père, il a aussi voyagé beaucoup, mais quand il était à la maison, il a toujours passé de temps avec nous, parce qu'on était 7 enfants, on était une grande famille, et on savait que chaque jour, quand mon père était à la maison et on était là pour le déjeuner, et après le dîner, il a passé beaucoup de temps avec nous. Et ça, c'était très important pour nous. Disons, ma mère est un peu le centre de la famille. Elle, comme mon père l'avait dit, elle était toujours là pour organiser la vie dans la famille. Et naturellement, aussi, sans ma mère qui était là tout le jour, ça aurait été très difficile pour mon père de faire tout ce qu'il avait fait, parce qu'il a voyagé beaucoup, il a travaillé beaucoup, mais il pouvait faire tout ça parce que ma mère était là pour faire tout ce qu'il est nécessaire. Nous avons pu rentrer en Autriche lorsque ma grand-mère a eu 90 ans. Le gouvernement l'a invitée à rentrer pour la première fois. Et toute la famille en exil a pu rentrer dans notre pays. C'était un moment d'émotion intense. Ce pays qu'on nous avait toujours décrit, que ma grand-mère parlait avec un amour absolument incroyable. Et bien, finalement, on l'a vu, ce pays avec ses montagnes, ses lacs, cette capitale si belle, Salzbourg, Innsbruck. Le retour a été extraordinaire. Moi, j'étais assez petite, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Son retour était extraordinaire parce qu'il a fallu que l'équivalent du GIGN la protège, et il y avait un détachement folklorique en costume 1880 qui a joué et chanté le Gotterhalt, l'ancien hymne impérial, avec l'accord du gouvernement autrichien. 25 000 personnes étaient dans la cathédrale. Et il s'est produit quelque chose d'étonnant. Il y avait les ambassadeurs de tous les anciens pays qui faisaient partie de l'Empire. L'ambassadeur de Hongrie, l'ambassadeur de Pologne, etc. Ils avaient tous demandé à être au premier rang. Et comme me l'a dit un vieux Viennois, bouleversé, en larmes, notre Zita représente l'Autriche d'avant les 2 drames. Il faut vous dire que pour son retour triomphal en 1982, l'impératrice Zita voyageait sous un passeport diplomatique octroyé par son cousin, le roi d'Espagne, Juan Carlos. Mais le président du gouvernement autrichien, le chancelier Bruno Kreisky, avait largement facilité la manœuvre. Depuis le début des années 50, l'impératrice Courage, comme l'appelle Jean Sévilla, vivait en quelque sorte recluse à Teezers, en Suisse, dans un couvent de franciscaines. Mais cela ne l'empêchait nullement de continuer, comme elle l'avait fait toute sa vie, à voyager, et cela jusqu'à la fin. Elle se rendait notamment chez ses enfants, ses petits-enfants, comme à Bruxelles, chez son fils, l'archiduc Rodolphe, un des frères cadets d'Otto, et qui est aussi le père de l'archiduchesse Katharina, qu'il a donc très bien connue. C'était une grand-mère très présente, parce qu'elle venait passer chaque année un mois chez nous à la maison à Bruxelles, et un mois où elle s'occupait de nous, où c'est elle-même qui m'a élevée dans sa grande et très grande religiosité, et c'est elle-même qui m'a préparée à ma première communion. Elle s'intéressait, elle venait nous chercher à l'école, elle se renseignait sur nos diverses activités, elle adorait accompagner quiconque conduisait en voiture, donc elle se mettait partout avec nous. Elle était très présente, très douce. Elle a été quelqu'un de très important dans ma vie. Quelqu'un que j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer pendant 17 années et la chance de discuter énormément avec elle, de lui poser des questions et de lui demander ses expériences, de la faire parler un peu. C'est une personne d'une énergie à toute épreuve. Vous savez, elle était vraiment quelqu'un... Et puis elle était très religieuse, ce qui donne une très grande force intérieure
un très grand appui intérieur. Et par conséquent, ce sont ces deux choses-là, l'énergie et la croyance, qui l'ont emmené sur son chemin, qu'elle a d'ailleurs réussi. Et elle ne s'est jamais beaucoup attachée à ces détails de palais, etc. Ça l'intéressait beaucoup moins que d'autres choses. C'était très étonnant, à la mort de ma grand-mère, l'État autrichien a donné des funérailles presque nationales. On n'a jamais pensé que ce personnage, pourtant connu et aimé en Autriche, ait droit à des funérailles étatiques. C'était impressionnant de voir la foule qui était là et qui l'attendait en silence, qui voyait passer ce carrosse. C'était superbe. À l'occasion de ces grandes funérailles, le vieux protocole de la cour de Vienne reprend du service. Par 3 fois, un chambellan demande aux moines l'entrée, d'abord pour l'impératrice et reine, avec tous ses titres. Les moines refusent. Nous ne la connaissons pas. Puis pour l'impératrice, nouveau refus. Enfin pour Zita, être mortelle et pécheur, qu'elle entre. Zita, die Kaiserin von Österreich, gekrönte Königin von Ungarn, Königin von Böhmen, von Dalmatien, Kroatien, Slawonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien. Wir kennen sie nicht. Wer begehrt Einlass? Zita, ein sterblicher, sündiger Mensch. So komme sie herein. Je me souviens très bien des milliers de gens qui ont participé, des gens qui sont venus presque de tous les pays de l'Empire. Il y avait des Bosniaques, des personnes de la Croatie, de l'Autriche, de la Tchéquie, de presque tous les différents pays qui sont arrivés pour participer dans cette manifestation. Et c'était pour nous naturellement une grande joie de voir de quelle manière encore c'est présent le souvenir à ma grand-mère et aussi de quelle manière est encore la famille joue encore un rôle. Et ça c'était très visible dans cette funéraille. Dès le début de la cérémonie, il faisait une chaleur inouïe ce 1er avril, totalement inattendu pour cette saison. Quand tout d'un coup, il y a eu un orage, un coup de tonnerre et des trombes d'eau sont tombées sur la capitale, on aurait dit que Vienne pleurait sa dernière impératrice. C'était très émouvant, c'était un moment très très fort. Et avec je me rappelle, ce requiem de Mozart, ces coups de tonnerre et ce cercueil d'une simplicité totale, c'était impressionnant. La dernière chose qu'elle m'a dite avant de mourir, elle m'a dit « Tu ne dois pas être triste parce que je vais partir maintenant ». C'était la dernière fois que je la voyais. Elle me disait « Je vais partir, mais je vais enfin retrouver ton grand-père. Et je vais finalement le retrouver après plus de 70 ans sans lui. » C'est impressionnant quand même. Dans la crypte des Capucins, à côté du tombeau de Zita, une place demeure vide pour son cher époux Charles, dont le corps est resté à Madère. « 15 ans plus tard, hommage à cette grande famille catholique autant qu'à la vie exemplaire de Charles Ier, le dernier empereur d'Autriche, sera béatifié par le pape Jean-Paul II.
j'étais là. C'était un moment extrêmement émouvant, au moment où, vous savez, dans les béatifications à Rome, sur les balcons qui sont